Bonjour, mon nom est Isabella. Pourquoi un virus doit rentrer dans notre corps? Eh bien, Isabella, c'est une très bonne question. Pourquoi? Pourquoi les virus? Eh bien, ils ont besoin de rentrer dans notre corps. Eh bien, tu vas bien rigoler quand je vais te donner la réponse parce que les virus, eh bien, ils sont fainéants. Pourquoi ils sont fainéants? Parce que ils n'ont pas toutes les machines nécessaires pour se multiplier. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les virus? Comme tu le vois sur la diapositive, ils vont rentrer dans notre corps et puis ils vont aller dans des cellules. Et dans ces cellules-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser les machines et les outils de la cellule. Et à partir de là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont se multiplier. Mais notre corps, à nous, il est aussi très intelligent. Parce que quand il va voir tous ces virus qui se multiplient, eh bien notre corps, il va réagir. Et il va réagir comment? Par une armée de soldats qui vont qui vont travailler ensemble pour combattre le virus. Et cette armée de soldats, ça s'appelle le système immunitaire. Et comme tu peux voir, et comme vous pouvez tous voir dans la classe, les noms des cellules du système immunitaire sont un peu, des fois, très compliqués. Par exemple, il y a les lymphocytes B et T tout en bas, il y a les neutrophiles, il y a des macrophages, il y a des cellules tueuses naturelles, et il y a aussi des cellules dendritiques. Je ne sais pas si vous les voyez tout en haut, en bleu. Elles sont presque comme une étoile, comme un splash, comme si vous aviez fait une tache avec votre sauce tomate sur votre t-shirt blanc. Ils ont, en quelque sorte, plein de bras autour d'eux. Et quand le système immunitaire il va voir cet intrus, quand il va voir ce virus qui se multiplie dans ces cellules, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va essayer, il y a certaines cellules, par exemple les cellules dendritiques, elles vont aller et elles vont essayer de le capturer. Et c'est ce qu'on voit ici avec les petits bonhommes qui ont tous ces petits bras-là. Eh bien, ces petits bras, ils vont aider les cellules dendritiques à capturer le virus. Et ils vont le ramener aux cellules que l'on appelle les lymphocytes B et les lymphocytes T, que tu vois sur la deuxième diapositive ici au centre, où là, les lymphocytes B et les lymphocytes T, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont étudier le virus pour pouvoir le reconnaître et pour pouvoir mieux le combattre. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre système immunitaire, eh bien, il va faire une grande bataille. Toutes les cellules qui sont présentes dans le système immunitaire, elles vont toutes participer à cette bataille. Il y en a qui vont lancer des anticorps, il y en a qui vont venir nettoyer parce que c'est quand même pas très propre après une bataille, donc il y en a certaines cellules elles vont être spécialisées dans le nettoyage. Alors comme tu peux t'imaginer, eh bien ces cellules immunitaires, au début, il n'y en a pas beaucoup. Mais plus en plus, à chaque fois qu'il y a de plus en plus de virus qui vont se multiplier, eh bien les cellules immunitaires, il va y en avoir de plus en plus qui vont venir combattre ces virus. Et tu vois sur ce graphique, il y en a de plus en plus, ça augmente de manière très très importante. Et quand tu es très malade, par exemple, quand tu as le nez qui coule, quand tu peux plus rien sentir, quand tu as la gorge qui gratte, eh bien c'est là où, pendant la maladie, il y a le plus de cellules immunitaires. Et ces cellules immunitaires, qu'est-ce qu'ils vont faire à un moment donné, quand il n'y a plus de virus à combattre? À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire s'il n'y a plus personne à combattre? Eh bien, elles vont partir. Elles vont rentrer, elles vont partir, elles vont disparaître, et c'est pour ça qu'on voit sur le graphique ici que ça va diminuer. Mais le système immunitaire, il est très, 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 très intelligent. Parce qu'à la fin de la bataille, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des cellules que l'on appelle des cellules mémoire. Je ne sais pas si vous voyez tout au bout du diagramme, eh bien, il y a des petits bonhommes avec un genre de cerveau sur la tête. Eh bien, c'est ces cellules-là qui vont se rappeler qu'est-ce qu'ils ont vu. Comme ça, si la prochaine fois un virus rentre à l'intérieur de ton corps, de votre corps, eh bien, votre système immunitaire, il sera prêt à le combattre beaucoup plus rapidement et vous serez moins malade. Voilà, j'espère Isabella que j'ai bien répondu à ta question, c'était un peu long, mais au moins, comme ça, vous voyez que ces virus, finalement, ils sont très fainéants. Bonjour, mon nom est Isabella. Est-ce que tous les virus sont mauvais pour toi ou est-ce que c'est comme des bons, comme des bactéries? Bien,
encore une très bonne question, Isabella. Sais-tu que quand tu respires, chaque minute, il y a entre 17 000 et 400 000 virus qui vont rentrer à l'intérieur de ton corps. Et ça, c'est en plus de tous les virus qui rentrent quand tu manges, parce que quand tu manges, eh bien aussi, il y a des virus et des bactéries qui vont rentrer dans ton tractus digestif, ce que tu utilises pour digérer les aliments, et c'est ce que tu vois ici. Et effectivement, tous les virus ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas mauvais. Et si on revient très très longtemps en arrière, presque plus de 120 ans en arrière, en 1870, en 1900, eh bien, il y a deux scientifiques qui ont trouvé eh bien, que certains virus avaient des bons effets. Alors comment ils ont trouvé ça? Eh bien, tout simplement parce qu'un jour, un des scientifiques, il avait cultivé des cellules dans une boîte et il a remarqué que dans sa culture de bactéries, eh bien, il y avait des trous. Je me suis dit, mais pourquoi il y a des trous? Ça veut dire que les bactéries sont mortes s'il y a des trous. C'est un petit peu comme si tu avais un bout de gruyère, de fromage, où tu vois les trous à l'intérieur. Et il s'est dit, mais pourquoi il y a des trous? Alors, ils ont étudié pendant quelques années et essayé de comprendre pourquoi il y avait des trous. Et ils ont trouvé que finalement, il y avait ce qu'on appelle une catégorie spéciale de virus qui s'appelle des phages. Alors, les phages, comme vous pouvez le voir sur la diapositive ici, ils ont vraiment une drôle de tête. On dirait presque que ça ressemble à quelque chose qui pourrait être dans l'espace. Ils ont comme des pieds en bas, une genre de tête. C'est un petit peu comme un satellite que l'on aurait dans l'espace. Et une des particularités des phages, eh bien, c'est qu'ils mangent des bactéries. Et c'est ce que vous voyez ici. Un phage va pouvoir se mettre sur une bactérie et en 20 minutes, c'est pas très long, un phage va pouvoir produire entre 100 et 300 nouvelles particules de phage. Donc vous voyez, c'est très rapide et puis ils vont créer beaucoup de petits phages. Alors, c'est sûr que maintenant, quand les scientifiques ils entendent ça, quand les médecins entendent ça, mais ils se disent c'est très bien parce que, vous savez, on utilise, par exemple, pour combattre des bactéries, on utilise des antibiotiques, c'est des médicaments contre les bactéries pour tuer les bactéries. Ils se sont dit, au lieu d'utiliser peut-être ces médicaments, il suffirait simplement d'utiliser des phages qui vont alors tuer ces bactéries. Donc voilà, oui, effectivement, il y a des virus, il y a même beaucoup de virus qui ont un effet bénéfique et ils ne sont pas tous méchants. Non, Isabella, tu vois, c'est une bonne question. Bonjour, je m'appelle Benjamin. Ma question est pourquoi est-ce que parfois tu n'as pas de symptômes quand tu as COVID? Alors Benjamin, c'est une question où on n'a pas encore une réponse claire. On ne sait pas pourquoi. Eh bien, des fois, il y a des personnes qui vont développer des symptômes, par exemple comme la personne qui est malade ici, on appelle ça une personne qui est symptomatique, ça vient du mot symptôme, et d'autres personnes qui vont pas développer de symptômes. Et on appelle ça, ces gens, comme la fille sur le dessin, ils sont asymptomatiques. Le A, ça veut dire pas de symptômes, donc sans symptômes. On ne sait pas pourquoi. Mais on pense qu'il y a différentes choses qui peuvent finalement avoir un effet sur le développement des symptômes. Par exemple, l'âge, on peut avoir des effets de l'environnement, de ce qui est autour de toi. On peut aussi avoir un effet de tes gènes, de comment toi tu es fabriqué, comment ton système immunitaire est fabriqué. Et on peut aussi avoir un effet des vaccins. Alors, juste pour prendre deux exemples ici, pourquoi l'âge? Eh bien, tout simplement parce que, par exemple, si on prend les grands-parents, nos grands-parents, leur corps a déjà vécu très longtemps, et donc certaines cellules commencent à être un petit peu fatiguées, et certains systèmes, comme le système immunitaire, fonctionnent un tout petit peu moins bien, il est moins robuste, il arrive à moins s'adapter, ce qui fait que quand ces personnes-là sont infectées, quand le virus va rentrer à l'intérieur,
eh bien, ces personnes vont avoir plus de chances de développer des symptômes. À l'inverse, quand des enfants comme vous vont attraper ou vont être infectés par le virus de la Covid-19, eh bien souvent, les enfants ont moins de symptômes parce que leur système immunitaire, il est beaucoup plus fort. Des fois, certains enfants ont quand même beaucoup de symptômes et peuvent développer des maladies très sévères, mais les chercheurs ont vu que les enfants ont moins finalement de chances de développer la maladie. Et il y a une autre catégorie de personnes qui sont aussi très sensibles. Peut-être que certains d'entre vous ont des personnes dans vos familles qui ont des maladies. Eh bien, ces personnes-là qui ont déjà des maladies du système immunitaire, eh bien, elles aussi sont plus sensibles aux infections parce qu'elles prennent des médicaments qui réduisent, qui diminuent l'activité du système immunitaire. Donc, si les cellules et si les soldats de l'armée sont en quelque sorte moins prêts à attaquer le virus, eh bien, elles auront beaucoup plus de symptômes. Donc ça, c'est les différentes choses qui expliquent finalement pourquoi une personne va pouvoir développer des symptômes alors que d'autres, elle ne va pas développer de symptômes. Alors j'espère que j'ai bien répondu à tes questions parce que c'est une très bonne question qui touche tout le monde autour de nous. Bonjour, je m'appelle Braden et mon question est c'est quoi la différence entre le savon et des désinfectants? Est-ce qu'un est meilleur que d'autres? Alors Braden, pour comprendre la différence entre le savon et le désinfectant, il faut savoir de quoi est fait un virus. Alors si on prend un virus, par exemple, comme on a ici sur la figure, et qu'on le coupe en deux, et qu'on regarde de quoi il est fait, eh bien, on va voir que tout autour, il y a des petites épingles qu'on appelle les clés. À l'intérieur, il y a le plan du virus, c'est comment les instructions, c'est comment il est fabriqué, comment on peut le fabriquer. Et tout autour, si vous voyez tout autour, il y a ce que l'on appelle la membrane. C'est en quelque sorte la peau du virus. Et cette peau du virus, elle est faite de graisse. Alors vous allez voir que c'est très important, la graisse, pour comprendre comment le savon fonctionne. Alors on va focaliser premièrement sur le savon. Comment le savon fonctionne? Mais il faut regarder de quoi est fabriqué le savon. Et si on regarde avec une loupe de plus près, on va voir que les molécules de savon, elles sont faites de deux petites choses. Une petite chose avec une grosse tête, qui, elle, aime vraiment l'eau, et une autre partie, elle est faite d'une autre petite tête qui, elle, aime vraiment la graisse. Donc vous voyez que le savon, il y a une partie qui voudrait peut-être aller vers l'eau et une partie qui voudrait aller vers la graisse. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on met du savon, des virus et de l'eau? Regardez bien ce qui se passe sur cette diapositive. Quand on va ramener du savon sur les mains, quand on va prendre le savon sur les mains, le savon va se mettre sur les mains. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elles vont faire les parties qui aiment la graisse du virus? Elles vont aller venir s'attacher à la peau du virus, à la membrane du virus. Donc une fois que ça s'est accroché à la peau du virus, si on rajoute de l'eau, rappelez-vous, l'autre partie du savon, qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime l'eau. Donc l'autre partie va vouloir aller vers l'eau. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une bataille entre l'eau d'un côté et la graisse du virus et les molécules de savon qui vont être au centre, et ça va tirer dessus jusqu'à ce que les virus explosent carrément. Donc là, vous voyez que sur le dessin, les virus, ils se sentent très mal parce qu'ils sont tirés jusqu'à ce qu'ils se coupent en quelque sorte en deux. Et donc les virus comme ça vont mourir. Et quand on va se rincer les mains avec l'eau, dans l'eau, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura du savon et des bouts de virus. Et tout ça, ça va partir dans la canalisation. Alors ça, c'est pour le savon. Maintenant, le désinfectant. Alors évidemment, dans le désinfectant, il n'y a pas de savon. Il y a une autre molécule que l'on appelle de l'alcool.
Et cet alcool, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il ne va pas tirer sur le virus. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des trous à l'intérieur, comme ce qu'il y a sur ce dessin. Avec des marteaux-piqueurs, ils vont creuser la peau du virus, ce qui va permettre à plus d'alcool de rentrer dans le virus et finalement de bloquer la machinerie interne du virus. Et dans ce cas-là, le virus va en quelque sorte mourir. Donc on voit, dans les deux cas, on veut tuer le virus, le savon en arrachant sa membrane et le désinfectant avec l'alcool à l'intérieur qui va faire des trous et qui va tuer le virus. Voilà, c'est tout aussi simple que cela, deux mécanismes qui sont complètement différents. Bonjour, je m'appelle Judah et mon question est pourquoi est-ce que 20 secondes est le bon montant de temps pour laver les mains? Eh bien, Judah, c'est tout aussi simple que ça, c'est parce que c'est le temps nécessaire afin que le savon ou le gel hydroalcoolique, le désinfectant, puisse faire son travail. Je vais te montrer un exemple. On va prendre ici un peu de désinfectant et on va le mettre sur les mains. Et vous allez voir que finalement, pourquoi c'est important 20 minutes? Parce que regardez sur vos mains, il y a plein de zones, des petites zones ici, où les virus peuvent se cacher. Par exemple, même moi ici, j'ai une alliance, le virus, il peut se cacher à l'intérieur. Donc quand on va se laver les mains, il faut vraiment, vraiment en mettre partout. Donc il y a une technique normalement spéciale pour se laver les mains. Je ne sais pas si vous avez appris cette technique, mais on peut passer ses mains comme ça sur les pouces. On va passer les doigts entre les doigts pour bien nettoyer. Les mamans et les papas qui ont des alliances, on va les enlever. On va passer en dessous d'alliance, on va remettre l'alliance. Et comme ça, finalement, regarde, le temps que je t'ai expliqué, il y a déjà au moins 20 secondes qui se sont passées. Et c'est la même chose si, par exemple, tu prends du savon. Pareil, tu vas mettre ton savon, tu vas nettoyer les différentes zones de la main. Vaut mieux se nettoyer les mains de manière prolongée parce que, finalement, on ne sait pas, les virus, nous, on ne les voit pas sur les mains. Il n'y a pas de petites lumières qui nous disent « Ah ben tiens, tu as oublié un virus qui est ici ». Donc, plus longtemps on va se laver, plus longtemps on aura de chance de finalement laver toutes les parties qui se trouvent sur nos mains. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. 20 secondes, le temps de chanter n'importe quelle chanson que tu veux, mais au moins plus que 20 secondes. Bonjour, je m'appelle Alex. Pourquoi est-ce que les variants différents est plus facile pour les transmettre? Alex, merci. Merci pour ta question, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que les variants deviennent plus faciles à se transmettre? Alors, comme je vous l'ai dit au début, les virus, ils sont fainéants. Et pour se multiplier, ils ne peuvent pas se multiplier tout seuls. Ils ont besoin de rentrer dans une cellule pour utiliser les outils et les machines qui sont présentes dans les cellules. Et comment ils vont faire ça? Eh bien, quand ils vont entrer dans la cellule, ils vont donner leur plan de fabrication. L'ARN, c'est ce qu'on voit ici au centre, c'est le plan de fabrication du virus. Et ce plan de fabrication du virus va être utilisé par la cellule pour fabriquer toutes les parties et toutes les pièces du virus. Et pour faire cela, quand le virus il rentre à l'intérieur, on va voir que ce virus a besoin de ce que l'on appelle des réplicases. Alors les réplicases, ça a l'air d'un mot très compliqué, mais en réalité, ce sont juste des copistes. Ce sont comme si vous aviez quelqu'un qui copiait un plan. Et les copistes, ils font des erreurs. Ils font des erreurs et quand ils copient le plan, ils font une erreur dans la copie du plan. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand ce plan va être utilisé pour fabriquer les différentes parties du virus, il y a différentes parties, certaines parties du virus, elles vont être finalement différentes. Donc, ces réplicases, ces copistes, des fois, elles vont faire des erreurs qui sont à l'avantage du virus
et des fois, elles vont faire des erreurs qui vont désavantager le virus. C'est un petit peu comme, par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous avez tous fait déjà avec vos parents ou vos grands-parents, vous avez tous déjà fait peut-être des cookies à la maison. Vous avez votre recette, vous allez sortir tous les ingrédients pour faire votre recette, vous allez suivre la recette, et malheureusement, quand vous avez pris les ingrédients, au lieu de prendre du sucre, qui est une poudre blanche, vous avez pris du sel, qui est aussi une poudre blanche. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe si vous faites des cookies et que vous remplacez le sucre par le sel? Ben, regardez ce qui se passe à la partie terminale de la diapositive ici. Eh bien, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon du tout. Personne ne voudra jamais manger vos cookies. À l'inverse, si vous prenez votre recette et qu'au lieu de mettre 5 pépites de chocolat, vous en mettez 20, je suis très certain que toutes les personnes dans votre famille, elles vont aimer beaucoup plus vos cookies parce qu'ils auront beaucoup plus de pépites de chocolat. Eh bien, pour un virus, c'est pareil. Si c'est quelque chose qui n'est pas en faveur du virus, si c'est une mutation, une erreur qui va faire que le virus il va devenir plus faible, eh bien, comme les cookies au sel, personne ne va les aimer, ils vont disparaître. Par contre, si le virus, l'erreur que le copiste a fait le rend beaucoup plus fort, comme par exemple ici, vous voyez, il devient vraiment fort, il va pouvoir se mettre et se disperser à travers le monde, eh bien le virus, il va garder cette erreur, il va dire non, mais moi je la garde cette erreur parce qu'avec ça, je deviens beaucoup plus fort. Donc voilà, c'est comme ça que des variants, eh bien, se transmettent beaucoup plus facilement, et c'est ce qu'on a vu, je ne sais pas si vous avez entendu déjà, avec les noms des différents variants. Au début, on avait alpha, après on avait bêta, après on avait delta, et à chaque fois, chaque variant, eh bien, devient plus fort parce qu'il y a une erreur qui le rend plus fort, et tous les autres, ils disparaissent. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bonjour, je m'appelle Harper. Ma question est pourquoi est-ce que la COVID-19 affecte notre système de respiration? Alors, Hazard, c'est une très bonne question. Pourquoi le virus de la COVID-19, le SARS-CoV-2, il affecte principalement notre système respiratoire? Mais en général, le virus, il rentre très souvent, les virus comme le virus de la COVID-19, comme le virus de la grippe, il rentre très souvent par notre nez et notre bouche, et c'est ce que vous pouvez voir sur la partie gauche de la diapositive. C'est pourquoi les premières zones qui sont affectées par le virus, très souvent, sont la bouche et la gorge. On a le nez bouché, on a la gorge qui gratte, on a une inflammation dans la gorge. Donc pour le virus de la COVID-19, pour le SARS-CoV-2, eh bien c'est la même chose. Il va cibler principalement les cellules qui sont dans cette zone-là. Et une fois qu'il se sera multiplié dans ces zones-là, il va pouvoir aussi descendre beaucoup plus bas, et c'est ce que vous voyez sur la partie droite de la diapositive. Il va pouvoir descendre dans les poumons, ce qui nous permet de respirer, et il va aller se mettre dans différents endroits. Vous en voyez un par exemple tout petit, il est tout petit dans la partie rouge qui est encerclée, qui est dans les bronchioles tout en bas. Alors pourquoi ce virus, il va pas ailleurs finalement? Eh bien tout simplement parce que les épingles qui se trouvent autour du virus et qu'on appelle la protéine S ou la spiculine ou la spike, eh bien cette partie sert de clé au virus pour entrer dans les cellules respiratoires. Alors évidemment, s'il y a une clé, il faut de l'autre côté, comme dans une porte, pour ouvrir la porte à la maison chez vous, vous mettez votre clé dans quoi? Vous mettez votre clé dans une serrure. Eh bien là, c'est exactement pareil. La serrure, elle est beaucoup plus présente sur les cellules respiratoires. Et cette serrure, elle a un nom très compliqué, qui s'appelle ACE2. Et cette protéine spike va pouvoir mettre sa clé dans la serrure et donc pouvoir entrer dans les cellules respiratoires. C'est pour ça que principalement le virus va toucher nos voies respiratoires. Mais il y a aussi, ces cellules, elles sont aussi présentes
sur d'autres cellules de notre corps, par exemple comme les cellules que l'on peut retrouver au niveau du cœur. Donc, il y a certains endroits dans le corps où on retrouve aussi ces cellules, mais principalement on les retrouve dans le système respiratoire. J'espère que j'ai répondu à ta question. Bonjour, je m'appelle Benjamin et ma question est comment fonctionne la test COVID? Alors, comment fonctionnent les tests pour détecter le virus de la Covid-19 ? Il y en a un grand nombre, il y a différents tests et chaque test va détecter de manière différente la présence d'un virus ou d'une partie du virus ou détecter si le virus est mort ou si le virus est vivant. On va en prendre quelques exemples ici. On va commencer par le test RT-PCR. Vous en avez tous entendu parler. C'est le test que vous faites quand on va dans votre nez prendre un petit peu de particules qui se trouvent à l'intérieur, tout au fond de votre nez. Alors le test PCR, c'est quoi ? Alors il faut que vous imaginez qu'un virus, c'est tout petit. Il faut trouver alors une solution pour trouver ce virus parmi des milliers et des milliers d'autres cellules. C'est un petit peu comme si vous étiez dans la cour de récréation et que vous étiez tout au bout de la cour de récréation et que vous vouliez dire quelque chose à votre copain. Et entre vous, il y a plein d'autres de vos amis qui sont là, qui font du bruit, qui jouent à la balle. Est-ce que vous pensez que votre ami peut vous entendre ? Non, il y a une très faible chance que votre ami puisse vous entendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous prenez un mégaphone ? Vous savez, les choses pour amplifier la voix comme ça. Eh bien, si vous prenez un mégaphone, votre ami, il risque de vous entendre. Pourquoi ? Parce que vous avez amplifié votre voix. Eh bien, pour le virus, pour trouver un virus qui est placé entre des milliers et des milliers de cellules, on utilise le test RT-PCR. Alors, c'est en quelque sorte une sorte de photocopieuse. C'est une machine qui va copier une partie de la séquence du virus, une partie du plan du virus. Ils vont le copier, jusqu'à ce que tout d'un coup la machine ait un nombre incroyable de copies. Et c'est à ce moment-là que la machine va pouvoir détecter la présence du virus. À partir d'un certain nombre de copies, la machine va dire « Ah oui, vous voyez, le chiffre là, il vous dit que le virus, il est présent. » Mais cette machine-là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va détecter une partie du plan de fabrication du virus. Donc, on ne sait pas si le virus, il est mort ou vivant, parce que le plan de fabrication, il peut aussi être présent dans un virus mort. Il peut être aussi bien présent dans un virus mort que dans un virus vivant. Donc, cette technique-là, elle permet de dire que oui, il y a des traces du virus à l'intérieur de votre nez, mais ça ne nous dit pas s'il est vivant ou pas. La technique-là, elle prend beaucoup de temps et aussi, elle coûte assez cher. Et au cours de la pandémie, on a vu qu'il y a des compagnies qui ont développé des tests, qu'on appelle des tests antigéniques ici, et qui à peu près vont détecter la même chose. C'est des tests que vous pouvez faire, vous, à la maison, et qui sont beaucoup plus rapides et qui sont beaucoup moins chers. Mais ils ne détectent pas toujours la présence ou non du virus. Des fois, ils font des erreurs, ces tests. Donc c'est pour ça que c'est pas cher, on peut le faire rapidement, mais les résultats sont pas toujours les bons résultats. Mais c'est quand même une infime partie des résultats qui sont faux. La plus grande majorité des résultats, quand même, donnent des bons résultats. Les résultats sont fiables. Alors ça, c'est pour détecter la présence d'un bout du virus. Maintenant, si on veut savoir si le virus il est vivant, eh bien, il n'y a qu'une seule solution. C'est de mettre des cellules en culture, de placer l'échantillon du virus dessus et de regarder si ces cellules meurent. Donc là, à ce moment-là, le test va pouvoir vous dire oui, il y a du virus SARS-CoV-2 qui est vivant dans les boîtes que vous utilisez. Et finalement, la dernière possibilité, c'est par exemple si tu as eu la Covid au mois de maintenant janvier-février, et si tu veux savoir si tu l'as eu en janvier-février, mais que maintenant tu es au mois de septembre à la rentrée,
La seule solution de savoir ça, c'est que finalement le virus aura disparu de ton nez parce que ça fait déjà 8 mois que tu n'es plus malade. La seule solution, c'est d'aller faire une prise de sang et regarder s'il y a des anticorps qui sont présents à l'intérieur de ton sang. Et à ce moment-là, le médecin pourra dire « Ah ben oui, tiens, tu as été infecté il y a quelque temps par le virus SARS-CoV-2 de la COVID-19. » Donc, différents tests pour voir différentes choses dans le temps à différents temps. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bonjour, je m'appelle Jackson. Mon question est pourquoi est-ce qu'il y a différents types de vaccins? Pourquoi est-ce qu'il y a différents types de vaccins, Jackson? Eh bien, tout simplement parce que la science a évolué et les chercheurs font des découvertes, mais finalement tous les jours. Et donc, les techniques qui sont utilisées pour fabriquer les vaccins, eh bien, elles évoluent. Alors, les principaux types de vaccins, pour rappeler les anciens vaccins, mais ils fonctionnent toujours, eh bien, il y a 3 types de vaccins. Dans un vaccin, on peut par exemple mettre un bout du virus. Par exemple, si on met la clé, la protéine S, on peut mettre la clé dans un vaccin et on peut injecter ça dans le corps afin que le système immunitaire puisse réagir, puisse combattre ça. Et donc la prochaine fois, quand il verra cette petite clé, il se dira « Oh bah tiens, ça c'est le vrai virus qui arrive là maintenant, il va falloir qu'on le combatte et qu'on le combatte très rapidement. » Ça c'est, on met un petit bout. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre des virus, carrément, un virus complet, et puis on va l'affaiblir. Vous voyez, celui qui est tout patraque au centre là, il n'est pas mort, mais il est affaibli, il a vraiment plus de force, c'est un petit peu comme un ballon qu'on aurait dégonflé. Et puis on peut aussi mettre des virus que l'on a tués carrément, des virus qui sont complètement morts. Mais le but vraiment ici, c'est que le système immunitaire reconnaisse quelque chose qui se trouve, par exemple, sur la peau du virus. Alors un petit bout, quelque chose qui est sur un vaccin affaibli ou quelque chose qui est sur un vaccin tué. Et maintenant, grâce à toutes ces nouvelles technologies, je ne sais pas si vous avez très certainement entendu, mais il y a des nouveaux types de vaccins qui ont été développés et il y a un type spécial qui s'appelle les vaccins à ARN messager, ARNM, ce que vous pouvez voir ici. Alors rappelez-vous, le virus pour se fabriquer, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'un plan de fabrication. Donc ici, ce que les chercheurs ont eu l'idée de faire, c'est de prendre un plan, le plan de fabrication de la protéine S, la fameuse clé qui permet de rentrer dans les cellules. Et ce plan qui est très 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 fragile, cet ARN messager qui est très très fragile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont recouvert de petites gouttelettes de graisse. Ils les ont mis dans une sorte de gouttelette de graisse. C'est ce que vous voyez ici. Et ce qu'ils ont fait, ils ont injecté cela aux personnes comme nous, à toi, à moi, à nos parents, à nos grands-parents. Et qu'est-ce que cette gouttelette a fait quand elle est rentrée à l'intérieur? Eh bien, elle a trouvé des cellules du muscle. La gouttelette qui est faite de graisse va voir la cellule qui est faite de graisse. Et qu'est-ce qui va se passer quand on met de la graisse ensemble? Eh bien, ces deux parties, elles vont fusionner, ce qui va permettre de faire rentrer le plan, la molécule d'ARN messager à l'intérieur de la cellule. Et comme ça, la cellule, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va fabriquer ce petit bout de clé, la protéine S. Donc, quand cette protéine S, elle va être fabriquée par la cellule, eh bien, elle va être libérée hors de la cellule. Et qu'est-ce que ton système immunitaire, il va faire? Il va la voir. Il va la combattre. Et aussi, il y a une partie du système immunitaire, les fameuses cellules mémoire dont on a parlé tout au début. Eh bien, ces cellules mémoire vont se rappeler. Une fois qu'il n'y aura plus de clé à l'intérieur, ces cellules mémoire, elles vont se rappeler. Comme ça, si à l'avenir, le vrai virus, le SARS-CoV-2, qui donne la maladie de la COVID-19 va entrer dans ton corps, eh bien ces cellules, elles seront prêtes pour le combattre. Donc tu vois, c'est
les différents types de vaccins qui ont été fabriqués parce que, eh bien, finalement, les chercheurs ont acquis des nouvelles connaissances et des nouvelles techniques pour les fabriquer. Bonjour, je m'appelle Mia. Mon question est comment est-ce qu'ils connaissent quoi mettre dans les vaccins? Alors Alia, c'est une bonne question. Comment finalement on sait quoi mettre à l'intérieur dans un vaccin? Eh bien tout simplement, les chercheurs, ils vont travailler fort dans leur laboratoire et ils font faire des expériences dans leur laboratoire. Alors normalement, ça prend beaucoup de temps. Par exemple, ils vont tester si la clé fonctionne, si un autre bout du virus fonctionne, si quand ils mettent ça dans des cellules, les cellules immunitaires vont fabriquer des anticorps, donc ils vont faire ça dans des boîtes de pétri, comme vous voyez certainement à la télé dans certaines séries, vous voyez des chercheurs qui mettent des choses à l'intérieur. Ils vont aussi faire des expériences sur des animaux pour voir si quand ils injectent la bonne chose à l'intérieur, si l'animal il va développer des anticorps, il va développer des lymphocytes B et T, vous vous rappelez les lymphocytes B et T qu'on avait vus au tout début, et si ces cellules vont s'activer et reconnaître ce petit bout, cette petite particule. Et ça, normalement, ça prend vraiment beaucoup de temps, ça prend entre 2 et 7 ans. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais quand la pandémie a été déclarée, quand le virus est arrivé sur Terre, eh bien tous les pays se sont mis ensemble, tous les chercheurs du monde entier se sont mis ensemble, eh bien pour réduire ce temps. On n'a pas mis 7 ans pour fabriquer le vaccin, on a mis un temps beaucoup moins important. Et là aussi, les chercheurs ont mis beaucoup moins de temps dans leur laboratoire afin de trouver finalement qu'est-ce qu'il fallait mettre à l'intérieur. Et en plus, avec cette nouvelle technologie, les nouveaux vaccins d'ARN messager, les ARNM, eh bien c'est beaucoup plus simple de fabriquer des vaccins maintenant et c'est surtout beaucoup plus rapide. Donc, ils ont fait des essais avec différentes parties du virus et l'essai qui a fonctionné, eh bien c'est la partie qu'ils ont gardée pour mettre dans les vaccins. Voilà, j'espère, Alia, que j'ai répondu à ta question. Merci. Bonjour, je m'appelle Ryan. Comment est-ce que les vaccins sont fabriqués? Ryan, bonne question. Comment les vaccins sont fabriqués? Eh bien, ils sont fabriqués dans des grandes usines. Et à l'intérieur de ces usines, eh bien, il y a différentes choses qui sont fabriquées. Alors, comme on a dit, par exemple, si on prend l'exemple du vaccin ARN messager, eh bien, tout d'abord, si on veut injecter de l'ARN messager dans une personne, eh bien, il faut fabriquer l'ARN messager. Et donc ça, c'est fabriqué dans des sortes de bioréacteurs qui vont fabriquer des copies et des copies, des nombreuses copies d'ARN messager. Une fois qu'on a ces ARN messagers, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir nettoyer tous les bouts d'ARN messager qui ne sont pas bons, donc on va les éliminer, donc on va filtrer, on va faire un nettoyage, et à partir de ces ARN messagers qui sont bons, qui sont les corrects, eh bien on va prendre de l'autre côté des petites boules de graisse comme ça, et on va les mettre à l'intérieur. Et là aussi, tous les ARN messagers ne vont pas rentrer dans ces cette petite goutte, ces gouttelettes de graisse. Donc là aussi, il va falloir nettoyer, il va falloir éliminer pour arriver à la fin à des gouttelettes de graisse où il y a le bon ARN messager à l'intérieur. Et après ça, il y a beaucoup de contrôles qui vont être faits, il y a quelques autres produits qui vont être rajoutés à l'intérieur, et tout ça, ça va aller dans une zone spéciale de l'usine qui est une zone stérile. Alors stérile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de germes, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de bactéries. C'est super, ultra propre. Et ça rentre dans des petites fioles. Alors si vous vous êtes fait vacciner, vous avez peut-être vu l'infirmière qui a pris d'une petite bouteille un petit peu de liquide. Ben voilà, c'est comme ça que les gouttelettes, les petites micro-gouttelettes de graisse avec l'ARN messager arrivent finalement dans les fioles et arrivent chez vous. C'est un processus très long et très compliqué à mettre en œuvre. Puis aussi au début, je ne sais pas si vous avez entendu, mais au début,
on disait qu'il fallait garder ces petites fioles dans des frigos qui descendaient à moins 70. Donc il fallait aussi ramener des frigos. Mais après, par la suite, ils ont trouvé que finalement, ça allait bien dans des frigos normaux. Mais vous voyez que le processus de fabrication pour fabriquer à partir du premier ARN messager jusqu'à aller dans votre bras, eh bien, c'est très compliqué et ça prend beaucoup de temps. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Bonjour, je m'appelle Lauren. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre le vaccin dans notre muscle et pas notre veine? Alors Lorraine, ça c'est une très bonne question. Pourquoi on ne mettrait finalement pas le vaccin dans une veine? Pourquoi on est obligé de le mettre ici dans le bras? Eh bien tout simplement parce qu'il faut faire la différence entre un vaccin d'un côté et un médicament de l'autre côté. Alors normalement, le médicament, lui, il nous aide à lutter contre une maladie qui est déjà installée à l'intérieur de notre corps. Donc le médecin va détecter cette maladie, puis il va dire, par exemple, il va te dire, Lorraine, il faut que tu prennes ce médicament-là. Et pour, très souvent, ce médicament-là, on peut le prendre en format d'une pilule, mais souvent aussi, on peut recevoir des injections dans nos veines. Alors pourquoi c'est donné dans nos veines? Eh bien tout simplement, comme ça, le médicament va atteindre les différents organes. On sait que le sang passe partout dans notre corps, donc si on met le médicament dans le sang, eh bien ce médicament va pouvoir se propager dans notre corps. Et aussi, c'est très important parce que les médicaments, leur dosage, les doses que tu reçois, eh bien, elles sont adaptées en fonction du volume du sang que tu as à l'intérieur dans ton corps. Et ça, c'est généralement déterminé grâce à ton poids. Donc ça, c'est pour les médicaments. Alors que pour les vaccins, eh bien, les vaccins, au contraire, eux, ne circulent pas dans le sang. Ils sont généralement injectés dans le muscle du bras, que l'on appelle le deltoïde. Comme ça, le vaccin peut rester et agir seulement localement ici. Et c'est seulement les cellules autour du point d'injection qui vont voir le vaccin. Les autres cellules de ton corps, elles ne vont pas le voir du tout, c'est seulement ici. Donc ça explique la différence entre pourquoi certaines choses sont données dans des veines, comme les médicaments, et pourquoi les vaccins sont injectés dans les muscles. Voilà. Lorraine, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Merci. Bonjour, mon nom est Lucas. Mon question est, est-ce qu'il y a une façon de protéger toi sans les masques ou vaccins? Alors Lucas, très bonne question. Là aussi, se protéger, moi je dirais plus se protéger et combattre le virus. La première façon de combattre un virus, eh bien, c'est de prendre un médicament. Rappelez-vous, le virus, il est fainéant, il est obligé de rentrer dans les cellules pour utiliser les machines, les outils à l'intérieur. Et pour se multiplier à l'intérieur, pour copier son plan de fabrication, il utilise les copistes, ce qu'on appelle les réplicases, ou un nom scientifique, les polymérases. Eh bien, il existe, les chercheurs ont développé certains médicaments qui ont la capacité de casser cette photocopieuse, de casser ces copistes, de casser cette polymérase. En quelque sorte, ils vont bloquer la multiplication du virus en bloquant la copie du plan du virus. Alors évidemment, ça ne protège pas en soi, parce qu'il faut prendre ces médicaments quand on est infecté. Donc là, on est déjà infecté, donc ça ne nous protège pas. Mais ça protège les gens de développer des maladies très sévères de la Covid-19. Donc souvent, ces molécules, elles sont données aux patients qui sont à l'hôpital. Maintenant, il y a une autre façon pour toi, qui n'a pas encore été infecté, de se protéger. Et cette façon, elle est très très simple. Il suffit, comme tu le vois ici sur cette diapositive, Lucas, mais il suffit de s'isoler. Tu t'imagines que si on habitait dans une bulle,
eh bien les virus, ils ne pourraient pas rentrer à l'intérieur. Ou si on habitait au fin fond de la Terre, on pourrait pas, les virus aussi peut-être ne pourraient pas nous atteindre. Donc ça, c'est avec les masques une autre façon de se protéger. Et c'est pour ça, au début de la pandémie, on disait aux gens qu'il fallait s'isoler, qu'il fallait qu'ils restent à la maison pour pas propager le virus, pour pas infecter d'autres personnes. Et il y a certaines personnes qui sont restées à la maison pour se dire, moi, si je sors pas, je vais pas être en contact avec le virus, et le virus, il ne pourra pas rentrer à l'intérieur chez moi. Donc oui, il y a des manières de se protéger, nous, qui ne sommes pas infectés, et aussi de protéger les personnes qui sont infectées à ne pas devenir très sévèrement malades. Voilà. Bonjour, Mano et Elena, et ma question est pourquoi est-ce qu'on ne donne pas le vaccin en coordination avec ta taille? C'est une très bonne question, Léna. Comme on l'a dit, à la différence des médicaments dont la dose est calculée en fonction du volume sanguin, de la taille et du poids, les vaccins, eux, sont calculés en fonction de l'âge. Alors pourquoi en fonction de l'âge? Tout simplement parce que les enfants ont un avantage sur les adultes et les personnes âgées. Ton système immunitaire, Léna, est beaucoup plus réactif. Et donc, il a besoin d'une dose finalement moins élevée pour être efficace. Donc, on voit ici sur ce graphique que, par exemple, les adultes, la dose qui se calcule en microgrammes, donc c'est le MCG, par exemple, les adultes, ils en reçoivent 30. Alors que les enfants de 5 à 12 ans, qui ont un système immunitaire beaucoup plus fort et qui réagissent beaucoup plus rapidement, eux ont que besoin d'une dose de 10 microgrammes. Donc c'est vraiment une question d'activité du système immunitaire ici, et aussi, par sécurité, si la dose est moins importante, il y a très certainement moins d'effets secondaires qui vont être visibles. Donc, ce n'est pas en fonction de la taille, ici, c'est en fonction de l'âge. Bonjour, Manon et Caroline. Et pourquoi est-ce que tu dois attendre entre les doses de vaccin? Pourquoi est-ce qu'on doit attendre entre les deux doses? Tout simplement parce que la première dose, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre d'amorcer et de dire pour la première fois au système immunitaire qu'est-ce qu'il doit reconnaître. La deuxième dose, elle va plutôt servir à renforcer le système immunitaire. Alors, je ne sais pas si tu vois sur le graphique ici, quand on injecte le premier vaccin, on va voir que la réponse immunitaire va augmenter. Donc, on voit, ce sont les cellules qui vont se multiplier du système immunitaire. Et après cette première injection, le système immunitaire va commencer par réduire son activité. Il y aura moins de soldats. Et c'est à ce moment-là que la deuxième dose va arriver. Et regarde qu'est-ce qui se passe après la deuxième dose. La réponse immunitaire, ici, oui, va être beaucoup, beaucoup plus importante. Donc c'est pour ça qu'on doit attendre. On ne peut pas injecter la deuxième dose tout de suite après la première injection. Il faut augmenter le temps entre les deux injections. Quand les fabricants ont fait des tests, ils ont testé les nouveaux vaccins en utilisant un temps de 21 jours entre les deux doses. Donc, quand le gouvernement du Canada, il a autorisé les vaccins au Canada, il a regardé les nombreuses expériences que la compagnie, les fabricants ont fait, et les fabricants ont dit, nous on a testé les deux doses à 21 jours d'intervalle. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'attendre 21 jours. Il y a de nombreux chercheurs qui ont montré que si on attendait un tout petit peu plus, voire 4-5 semaines, la réponse du système immunitaire, elle était encore meilleure. Donc voilà, pour savoir
Combien de temps on doit attendre? Il faut réaliser des expériences. Et pourquoi on doit attendre? Eh bien, tout simplement parce que pour donner plus de chance à ton système immunitaire d'être beaucoup plus fort et d'être beaucoup plus robuste. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bonjour, je m'appelle Emily et mon question est-ce que tu peux prendre d'autres vaccins en même temps que le vaccin de COVID? Est-ce que tu peux prendre d'autres vaccins en même temps que le vaccin de la Covid? Ce qu'il faut que tu te rappelles, Émilie, c'est que tous les jours, ton corps voit des virus, voit des bactéries. Donc tous les jours, ton système immunitaire réagit contre ces virus et ces bactéries. Je rappelle la diapositive qu'on a vue tout à l'heure. Il y a plein de virus partout, on en respire, on en mange, et ce système, eh bien, il doit combattre finalement les mauvais virus. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre plusieurs vaccins en même temps? Oui, et ça t'est certainement, Émilie, déjà arrivé quand tu étais petite. Par exemple, quand tu as été vacciné contre, par exemple, la diphtérie, la coqueluche ou le tétanos, eh bien, ces vaccins, ils sont mis dans une seringue unique. Donc là, on a 3, 4 ou 5, des fois 5 vaccins qui sont mis dans une seringue unique. Et cette seringue, eh bien, on va te l'injecter. Comme ça, on te fait seulement une seule et unique piqûre au lieu de te faire 5 piqûres différentes. Alors, c'est sûr que ça fait 5 fois moins mal. Bien sûr, aussi, les chercheurs et les scientifiques, ils ont testé, ils ont regardé si on pouvait mettre tous ces vaccins ensemble. Donc ils ont fait des tests et ils se sont rendus compte que oui, qu'on pouvait mettre en même temps différents vaccins. Ça veut dire aussi que si tu te fais vacciner contre la Covid-19 le lundi, eh bien, la semaine d'après, tu peux prendre un autre vaccin. Là aussi, il n'y a aucun problème. Pour certains vaccins, ils ont été testés et ils ont regardé et ça ne pose aucun problème pour l'instant. Le gouvernement canadien, les grands scientifiques qui régulent tout ça au Canada disent que oui, on peut prendre différents vaccins en même temps. Donc oui, c'est possible, Émilie.